Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va parler d'une institution qui peut paraître un peu lointaine, parfois même enfermée dans ses grandes tours de verre, mais qui en réalité dicte le quotidien financier de tout notre continent. Plongeons ensemble dans les rouages de la Banque centrale européenne. C'est littéralement l'ultime banque des banques, une entité tout au sommet du système dont les décisions impactent directement votre pouvoir d'achat, votre épargne et au final, vos projets de tous les jours. Au programme d'aujourd'hui, on va suivre un cheminement hyper clair. 1. On commence au cœur de la BCE. 2. On passe à l'expansion ou la restriction monétaire. 3. On va voir ses limites avec les fameux chocs asymétriques. 4. On parlera de son rôle de bouclier pour superviser l'économie. Et pour finir, numéro 5, la BCE et la jeunesse. Allez, on attaque direct avec la partie 1, au cœur de la BCE, la hiérarchie financière ultime. Déjà, posons les bases. Où est-ce que ça se passe, tout ça ? Eh bien, c'est à Francfort, en Allemagne, le vrai carrefour financier de l'Europe. Et à la tête de cette machine incroyable qui gère la monnaie de millions de citoyens, on retrouve Christine Lagarde. C'est vraiment de là-bas, depuis ce centre névralgique, qu'est décidée toute la politique monétaire de la zone euro. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer une grande pyramide. Tout en haut, au sommet absolu, c'est la BCE. On appelle ça une banque de premier rang. Et juste en dessous, vous avez ce qu'on appelle les banques de second rang. Ça, ce sont les banques que tout le monde connaît. Les réseaux classiques, comme BNP Paribas, ou les banques en ligne, comme Boursorama ou Fortuneo. Le truc fascinant, c'est que, de la même manière que vous avez un compte chez BNP, eh bien la BNP a un compte à la Banque centrale. Quand ces banques ont besoin de cash, de liquidités fraîches, elles vont se fournir directement à la source. On passe à la partie 2. Expansion ou restriction monétaire. La fameuse salle des machines de l'économie. S'il n'y a qu'un seul chiffre à retenir de ce décryptage, c'est celui-là, 2%. C'est le mandat absolu de la BCE. Son but, c'est la stabilité des prix, et pour ça, il faut maintenir l'inflation proche, mais juste en dessous de ces fameux 2%. Vous vous demandez sûrement, mais pourquoi pas zéro? Ça serait mieux, non? Eh bien, en fait, une toute petite inflation, ça donne envie d'acheter maintenant plutôt que d'attendre demain. Si les prix baissent sans arrêt, on repousse nos achats, et là, l'économie se fiche complètement. Donc l'idée, c'est vraiment de garder ce petit équilibre fragile autour des 2%. Et concrètement, comment ça se passe? C'est un pur effet domino. Étape 1, la BCE ajuste ce qu'on appelle ses taux directeurs, c'est-à-dire le prix auquel elle prête l'argent. Étape 2, bam, le coût de financement des banques de second rang change instantanément. Étape 3, très logiquement, elle répercute cette différence sur les taux de crédit qu'elle vous accorde. Et enfin, étape 4, comme le crédit devient plus ou moins cher, on emprunte différemment et ça vient directement doper ou freiner la consommation globale. Du coup, on a deux grandes ambiances. En période de relance, la BCE sort l'artillerie de l'expansion. Elle baisse ses taux, le crédit ne coûte presque rien, la création monétaire accélère et on consomme à fond. À l'inverse, si l'inflation flambe trop, c'est la politique de rigueur. On monte les taux, le crédit devient hyper cher et ça calme le jeu. Mais attention, les taux ne font pas tout. Il y a un autre outil majeur, les réserves obligatoires. La BCE oblige les banques classiques à garder un certain pourcentage de leurs dépôts bloqués dans ses coffres. Si elle augmente ce pourcentage, bim, les banques ont moins d'argent à prêter. Ça réduit la masse monétaire. Si elle le baisse, ça libère du cash pour tout relancer. C'est vraiment du pilotage au millimètre. Ce qui nous amène à la partie 3, les limites avec les chocs asymétriques. Parce que oui, quand une seule politique ne convient pas à tous, ça peut coincer. C'est la question qui fâche. Imaginez un peu la situation. Que se passe-t-il si un gros pépin n'affecte l'économie que d'un seul pays de la zone euro? Ça, c'est le talon d'Achille du système. C'est le choc asymétrique. La BCE, elle fait du prêt-à-porter, pas du sur-mesure. Sa politique est la même pour une vingtaine de pays. Donc si toute l'Europe souffre d'inflation, la BCE va logiquement augmenter ses taux. Mais si, au même moment, un des États membres est en pleine récession locale, cette hausse globale des taux va complètement étrangler son économie alors qu'il aurait eu besoin de l'inverse. Et là-dessus, la BCE ne peut pas vraiment faire d'exception par pays. Allez, on passe à la partie 4, le bouclier. Superviser l'économie et, surtout, prévenir la prochaine crise financière. Parce qu'il faut bien se le dire, après le vrai traumatisme des subprimes et des crises financières passées, l'institution a dû se métamorphoser. Aujourd'hui, elle n'est plus juste la gardienne de l'inflation, c'est le super gendarme des banques. Avec ce qu'on appelle le MSU, le mécanisme de surveillance unique, elle contrôle carrément en direct les immenses mastodontes bancaires internationaux. Ces inspecteurs épluchent les comptes pour traquer le moindre risque de faillite. Pour les plus petites banques, le contrôle est indirect et se fait avec les autorités locales, mais l'objectif est le même. Et ce contrôle passe par de nouvelles règles prudentielles ultra strictes. La plus connue, c'est la règle des 8%.
L'idée est simple, on exige aujourd'hui que les banques se constituent un vrai bouclier. Elles doivent détenir des fonds propres équivalents à au moins 8% de leurs actifs risqués. C'est un filet de sécurité non négociable. Comme ça, si la Terre tremble à nouveau, on s'assure que le système encaisse le choc et ne s'effondre pas comme un château de cartes. Et on termine avec la partie 5, la BCE et la jeunesse, pour investir dans l'économie de demain. On a souvent l'image d'une forteresse froide et inaccessible, mais la BCE déploie en fait des aides financières super concrètes pour les jeunes. On parle de grosses bourses d'études, notamment pour encourager les jeunes femmes dans les masters d'économie. Il y a aussi des concours pour stimuler les doctorants. Et le plus cool, c'est qu'ils ouvrent leurs portes. On peut carrément organiser des visites sur place à Francfort ou assister à des conférences pour débattre en direct de l'avenir de notre monnaie. Au final, après avoir vu tout ça, le pouvoir dingue des taux directeurs, le jeu subtil avec la masse monétaire, ce rôle de gendarme financier, ou encore la limite des chocs asymétriques, ça nous amène à une question fondamentale. Dans un monde qui part un peu dans tous les sens en ce moment, est-ce que cette fameuse banque des banques a vraiment les bons outils pour guider et protéger les économies de demain? C'est le grand défi européen qui nous attend. Gardez bien cette réflexion en tête et merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous.